Kirill, vous avez suivi donc cette conférence de presse. Qu'est-ce que vous en retenez ? La conférence de presse s'est déroulée durant plus d'1 heure et tous les journalistes qui étaient présents dans la salle l'ont attendu pendant presque 5 heures, ce qui est assez rare puisque en général les conférences de presse pour des forums aussi importants peuvent prendre du temps, notamment pour ce qui est des mesures de sécurité. Il faut organiser la tenue du forum, parfois les discussions bilatérales ou à 4 prennent beaucoup plus de temps, mais cette fois c'était vraiment très très long et lorsque les 4 chefs d'État sont arrivés à la table, eh bien le président de la République Emmanuel Macron, qui a véritablement joué le rôle de médiateur durant toute cette conférence de presse, s'est excusée tout d'abord devant les journalistes en disant qu'elle avait pris plus de temps que d'habitude, mais a fait savoir que si elle avait pris autant de temps, cette conférence, eh bien c'était parce que les dialogues avaient été particulièrement constructifs. Il a ensuite tenu à féliciter le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour sa prise de fonction en mai 2019 et pour le fait d'avoir accepté de rencontrer Vladimir Poutine aujourd'hui, puisque c'était la première fois que le président russe et le président ukrainien avaient un dialogue. Il a donc félicité Volodymyr Zelensky et le président ukrainien, on peut dire, durant toute cette conférence de presse, Volodymyr Zelensky a, on peut dire, joué de son charme, un certain charme qu'on a pu retrouver dans un répondant qui a d'ailleurs plu à de nombreux journalistes. Il a oscillé entre l'assurance d'une personnalité charismatique, la modestie d'un président tout nouvellement élu et en même temps un homme qui souhaite montrer qu'il tiendra ses positions. Et à ce propos, il a été formel au sujet des accords de Minsk. L'Ukraine ne peut être une fédération, c'est un pays qui est un pays uni. C'est pour ça qu'il est entièrement contre l'instauration d'un statut d'autonomie pour les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. À ce propos, il ne partage absolument pas la vision de Vladimir Poutine et je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Afin de faire le monitoring de cette situation et assurer le contrôle sur ce régime de cessez-le-feu, toutes les parties ont rappelé l'importance de l'accès de missions de l'OSCE sur tout le territoire et ont insisté sur la nécessité d'élargir le mandat de l'OSCE afin d'assurer ce monitoring 24 heures sur 24. Les partis soutiennent également l'élaboration d'un plan renouvelé quant au déminage de territoire. Ensuite, les pays contribuent à la libération de tous les détenus avant le 31 décembre 2019, suivant le principe tous contre tous. Il a été décidé de vérifier la totalité des listes et d'apporter l'accès total et inconditionnel aux représentants de la Croix-Rouge à toutes les personnes détenues. Il a été décidé également, dans le cadre du groupe de contact tripartite, d'établir d'autres zones d'éloignement, de retrait sur 3 points qui sont importants pour l'Ukraine. Aujourd'hui, j'insistais sur la nécessité de restaurer par l'Ukraine le contrôle entier sur sa frontière. Je suis persuadé que nous y reviendrons lors de la prochaine rencontre dans le cadre du format de Normandie d'ici 4 mois. Des propos qui évidemment n'étaient pas du tout en rapport avec ce que a signalé Vladimir Poutine. Je vous propose d'écouter le président russe pour qui les accords de Minsk ne sont pas du tout ceux qu'imagine le président ukrainien. Écoutez. Nous avons souligné l'importance de mettre au point un dialogue direct entre les parties en conflit. Nous avons salué le désengagement des forces et des moyens dans 3 zones pilotes. C'est un point important, c'est un pas important dans le sens de désescalade au sud-est de l'Ukraine et un cessez-le-feu universel. Nous espérons que ce désengagement sera continué et poursuivi. Et sur les zones désengagées, des travaux de déminage et de défortification seront organisés. Il faut également intensifier l'armistice avec l'application des réformes politiques prévues par les accords de Minsk. Avant tout, il s'agit d'une modification de la Constitution pour transcrire à titre permanent le statut spécial de Donbass. Il faut bien sûr poursuivre la durée de la loi sur le statut spécial afin de lui donner finalement un caractère permanent
comme c'est prévu dans les accords de Minsk, dans l'ensemble de mesures de Minsk que j'évoquais tout au début. Nous avons prévu l'amendement de ce texte, avant tout en ce qui concerne l'application de l'ainsi nommée formule Steinmeier, mais aussi sur d'autres engagements, l'amnistie et l'interdiction de poursuites judiciaires contre les gens inclus dans les processus dans le sud-est du pays. Nous avons soutenu l'idée de préparer l'échange des personnes détenues selon la formule tous identifiés contre tous identifiés. Encore un élément important, il convient d'augmenter le nombre de points de passage sur la ligne de contact afin de donner aux gens la possibilité de circuler plus librement sans faire des queues pendant des heures, ce qui constitue une condition de vie des centaines de milliers de gens qui habitent cette zone. Nous parlons de grands projets et des sujets humanitaires. Il ne faut pas oublier des gens simples qui habitent dans cette région. Tous nos accords, toutes nos ententes doivent améliorer leurs conditions de vie, non pas dans l'avenir, mais dès maintenant. Je crois, et je pense que nous sommes d'accord là-dessus, que le travail était utile et je tiens à remercier le président Emmanuel Macron pour son initiative. Je tiens à le remercier, ainsi que la chancelière Merkel, pour attacher autant d'importance à ces sujets qui ne relèvent pas de leur responsabilité directe, mais qui sont très importantes pour nous, pour la Russie, pour nos voisins européens. Nous les remercions de déployer tant d'efforts pour parvenir à un règlement définitif. De son côté, la Russie va faire tout le nécessaire pour porter son envol à ce travail. Merci beaucoup.